de vous entendre aujourd'hui sur la mobilité internationale des Français. Alors, comme j'avais montré le rapport excellent de Samantha, je montre le vôtre qui est également excellent. Vous faites, dans votre avant-propos, je crois, vous nous rappelez qu'il y a 1 800 000 de nos compatriotes qui sont enregistrés sur les listes consulaires, que l'INSEE estime le nombre de Français à l'étranger entre 3,3 et 3,5 millions de personnes, avec des profils de plus en plus diversifiés, que les Français concourent donc pleinement et de façon croissante à la mobilité que l'on voit dans le monde. Il est important que les Français de l'étranger se sentent évidemment pleinement intégrés à la communauté internationale, que la spécificité de leur situation soit prise en compte. Votre rapport est structuré autour de 3 enjeux majeurs: la fiscalité, la protection sociale et l'accès aux services publics. Vous consacrez également un dernier chapitre aux questions du maintien du lien entre la France et la question du retour. Au total, vous nous présentez 224 recommandations pour essayer de simplifier, de mettre un terme à certaines incohérences, avec comme objectif de faire de la mondialisation et de ses promesses, là je vous cite, une opportunité à la portée de chacun. Chère Anne, vous avez la parole. Madame la Présidente, merci. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses à vous tous ici présents, Madame la Présidente, les administrateurs, sur le fait que je devais vous présenter le rapport il y a déjà plusieurs mois et je suis tombée malade. Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai vraiment été en incapacité de sortir de mon lit, donc vraiment désolée. Donc merci de votre accueil aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas retenir non plus trop de votre temps sur un sujet dont je perçois depuis que je suis arrivée en fonction qui ne passionne pas forcément ni mes collègues, ni l'administration, ni les ministres en place. Et pourtant, juste rappeler, Madame la Présidente vient de rappeler les chiffres, nous sommes sans aucun mépris de ma part, mais nous sommes plus nombreux que les ultramarins. Je n'ai rien contre eux, mais nous sommes donc quelque part un territoire à part entière. Mais pour autant, nous n'avons pas, il ne faut pas nous voir, ce qui est souvent colporté comme message, comme des exilés fiscaux, des gens qui en ont plein les poches, qui vivent dans une villa luxueuse avec une piscine et les palmiers au-dessus. Les palmiers à Tokyo, c'est compliqué, à Moscou aussi. Voilà, donc il y a d'autres façons, à Bruxelles également d'ailleurs. Et donc je voudrais juste rappeler que nous sommes infiniment variés. À partir du moment où il y a une telle quantité de Français à l'étranger, où nous avons tous les profils et toutes les catégories socio-professionnelles représentées. Peut-être que la catégorie la moins représentée, ce sont les retraités, qui sont moins nombreux qu'en France, mais néanmoins assez nombreux. Et encore, nous avons 1 600 000, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dénombre 1 600 000 retraités de leur système à l'étranger. Donc c'est quand même une quantité non négligeable. Donc cette mission qui m'avait été confiée par le Premier ministre, je rappelle qu'il s'agit d'une mission de l'exécutif, et j'y reviendrai en deuxième partie de mon propos, qui m'a été confiée par le Premier ministre, et j'ai travaillé donc du mois de janvier au mois de juillet dernier pour une remise du rapport en septembre dernier. L'objectif poursuivi est donc de faire ce travail de fond qui n'avait pas été fait à présent sur les 4 chapitres qu'a rappelé Madame la Présidente, pour voir un petit peu quelles étaient la situation, à la fois les attentes des Français qui vivent hors de nos frontières. Je préfère parler de Français à l'étranger plutôt que de Français de l'étranger. On n'est pas de quelque part, on est d'abord Français, mais il se trouve qu'on est à l'étranger. Et j'ai oublié de rappeler que j'étais moi-même une Française à l'étranger depuis 2005, et je suis basée en Asie, à Singapour, après avoir été quelque temps également aux États-Unis. Donc nous sommes, il faut bien insister là-dessus, le commerce extérieur de la France, les emplois salariés en France, c'est 1 emploi sur 5 qui est lié au commerce extérieur et qui s'appuie beaucoup sur notre présence française à l'étranger. Le réseau des French Tech, par exemple, pour 1 emploi French Tech à l'étranger, ça génère 2 emplois en France. Donc il faut bien être conscient de tout ça. Et tout ça, c'est quand on parle de French Tech, il y a une raison, c'est que ce sont des Français qui animent ce réseau derrière. Donc nous sommes vraiment des atouts, j'insiste beaucoup plus que des boulets. Et c'est simple, mais me semble très important. Pour mener à bien cette mission, j'ai fait plus de 8 déplacements dans 8 pays différents. C'est un petit peu, quelque part, une préfiguration du grand débat, puisque j'ai lancé un grand questionnaire auprès de 900 000 adresses e-mail. J'ai eu 42 000 réponses, donc à mon niveau, je trouve que c'est pas mal du tout. 36 000 étaient exploitables, j'ai plus de 100 heures d'audition. Donc je ne vais pas vous faire le détail de toutes les mesures, mais je vais juste mettre le point d'accent sur quelques-unes, juste pour vous dire que
Les Français à l'étranger vont bien dans l'ensemble. Il y a quelques situations qu'il conviendra d'améliorer. Je voudrais faire le lien avec le rapport pour avis budgétaire que je fais sur les programmes 105 et 151 du ministère des Affaires étrangères pour insister sur la situation de ce qu'on appelle nos recrutés locaux, qui sont 40% de notre réseau, amenés à progresser et qui sont qui sont considérés avec une géométrie variable, tantôt comme agents de l'État, tantôt comme recrutés locaux, et ce qui pose de graves complications pour leur situation. J'espère pouvoir les soutenir de façon plus efficace encore dans les mois qui viennent. S'agissant des incohérences qui existent pour les Français à l'étranger, dire d'abord que dans notre lien avec le pays, parce qu'on a d'abord envie d'être en lien avec notre pays c'est la France, nos administrations en France ne nous connaissent pas. Et je voudrais juste, vous regarderez vous-même les différents supports sur lesquels vous êtes amenés à interagir, formulaires, procédures, etc. Le numéro de téléphone a toujours 10 chiffres. On n'a pas toujours 10 chiffres à l'étranger. Le code postal, il a toujours 5 chiffres. Il n'a pas toujours 5 chiffres à l'étranger. Le pays, parfois, n'est même pas demandé. Et pourtant, nous sommes plus de 2 millions à l'étranger, peut-être même 3. Donc c'est un peu dommage que dans l'interaction avec le pays, il soit impossible. Le grand débat au début. Il n'y avait pas d'option possible pour les Français à l'étranger. Et puis ça a été réintroduit. Le grand questionnaire qui a été fait sur le service national universel. Il n'y avait pas de possible. Au début, il fallait mettre le code postal. Le code postal aussi pour le grand débat. Il y a un code postal à 5 chiffres. Donc à l'étranger, il fallait savoir, il fallait mettre 5 fois 0 ou 5 fois 9. Enfin bon. C'est tous ces petits détails qui montrent qu'on ne pense pas à nous. Alors c'est dommage parce que nous sommes un atout et nous contribuons au rayonnement de la France aussi, et pas seulement à travers les élèves étrangers de notre réseau des écoles et de l'enseignement français à l'étranger. Donc c'est important. S'agissant de la fiscalité, parce qu'il en a beaucoup été question, alors je peux même rebondir dessus, parce que la presse en est fait l'écho, et même mon nom est cité aujourd'hui dans le Figaro. Donc je voudrais juste dire que la fiscalité, effectivement, des Français à l'étranger, juste la fiscalité du contribuable, je ne parle pas dans ce rapport de la fiscalité des entreprises et je n'aborde pas non plus le sujet des successions internationales qui sont, avec 3 millions de Français à l'étranger, vous pensez bien que la notion de succession internationale se pose. Je voudrais juste dire par rapport à ça qu'un certain nombre de grandes fortunes, effectivement, qui sont un tout petit fraction des Français à l'étranger, ont quitté la France pour des raisons de droit de succession et qu'actuellement, il faut savoir qu'ils font sortir leurs enfants de France, car après plus de 6 années, au cours des 10 années passées, la succession, la donation, on était hors de France, on est exonéré de droits de donation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a perdu une première génération de grandes fortunes, on est en train de perdre la deuxième. Voilà, donc je voudrais juste vous poser ce constat. S'agissant de la fiscalité, donc, elle est infiniment complexe, elle est très injuste pour les petits revenus. Il s'agissait donc de corriger ces injustices et elle est extrêmement favorable aux très hauts revenus puisqu'on a un système de plafonnement. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que les quelques très hauts revenus qu'on peut avoir à l'étranger, ça serait bien, je trouve, moi, qu'ils puissent réinvestir une partie des avoirs qu'ils ont en France parce qu'on en a besoin, me semble-t-il, dans différents secteurs d'activité. Donc, il faut bien penser que ceux qui ont pu partir pour optimiser fiscalement leur situation, il est intéressant d'essayer de voir comment on peut les faire revenir. Notre économie en a profondément besoin. Et donc, en ce sens, la fiscalité ne doit pas être confiscatoire. Je ne dis pas qu'elles doivent devenir un cadeau, mais elle ne doit pas être confiscatoire. Et donc, j'ai fait différentes propositions qui ont été mal comprises. Et mes propositions n'ont pas été complètement reprises par la loi de finances 2019, loin s'en faut. Simplement, ce que je demandais, c'est simplement une convergence, que la fiscalité du français à l'étranger converge avec celle que vous avez, vous, comme contribuable résident. Et ce sera a priori mis en place à partir de 2020, donc avec les déclarations de 2021, avec, je l'espère, la prise en compte notamment de la déductibilité de charges, et notamment toutes les charges qui peuvent contribuer à la richesse nationale, par exemple les dons aux associations. Je ne vois pas pourquoi un Français à l'étranger ne pourrait pas donner à la Croix-Rouge, au Secours populaire, au Resto du Cœur. On en a besoin aussi. Pourquoi se priver de gens qui ont vraiment envie de s'intéresser à ce qui se passe dans nos frontières? Et ce qui est conforté par le grand débat, les plus de 10 débats que j'ai faits à l'étranger, à chaque fois les sujets qui ont été abordés étaient des sujets nationaux. Et les sujets, j'allais dire locaux, de Français de l'étranger étaient tout à fait à la marge et très vite balayés. Donc il y a vraiment un vrai intérêt, une vraie appétence pour ce qui se passe dans nos frontières. Voilà, donc je ne voudrais pas être plus longue que ça parce que ce serait rentrer dans le technique et dans la complexité. Juste dire aussi qu'on n'a pas forcément, quand même terminer ce fait qu'on n'a pas forcément une vision très claire de
combien on a de Français à l'étranger et qui y sont. Et c'est pour ça que j'avais proposé que soit mis en place un observatoire des Français à l'étranger, qu'on puisse un petit peu nous compter, nous observer, voir comment nous circulons, comment nous allons, comment nous venons, qui reste, et mettre l'accent sur une particularité de notre communauté. Nous avons de plus en plus de Français qui naissent avec un passeport français à l'étranger, qui ne mettront jamais les pieds chez nous. J'en ai rencontré là il y a encore 10 jours en Australie, un jeune serveur, très bien formé, qui s'intéressait à nous, qui voyait bien qu'on parlait français, il comprenait ce que nous disions, il ne parle pas le français, ses 2 parents sont français. Donc nous avons de plus en plus de familles françaises qui partent à l'étranger, qui s'installent, qui élèvent leurs enfants dans une autre culture. Les jeunes sont binationaux, quand le pays de résidence l'accepte, la binationalité. Et donc nous aurons à nous poser la question de savoir comment garder le lien avec ces jeunes Français, futurs adultes, qui ont notre nationalité, mais pas forcément notre culture. Ça rejoint ce que disait Samantha et les préoccupations qu'a évoquées Samantha sur comment garder, même s'ils n'ont pas du tout été élevés non plus dans un système scolaire français. Donc il y a un vrai sujet là, et moi on m'a interrogé sur comment est-ce qu'on pourrait leur faire donner des cours de français. Est-ce que l'État français serait prêt à leur apprendre le français gratuitement? Voilà, alors un dernier petit mot différent, c'est juste mettre en perspective ce travail qui m'a interrogée. Il s'agit donc d'un travail demandé par l'exécutif. Ensuite, la question, c'est comment ça va être mis en œuvre tout ça? Et je m'interroge beaucoup sur la séparation des pouvoirs, car les moyens qu'on nous donne sont les moyens de l'exécutif, et pas les moyens du Parlement. Ça veut donc dire que les inspecteurs des grands corps que je devais avoir à ma disposition, 1, je ne l'ai jamais eu, les affaires sociales, 2, les affaires étrangères, je l'ai eu, mais alors en pointillé. Et 3, celui aux finances était pas mal, mais il ne connaissait pas du tout le sujet. Il a été très dévoué, il a beaucoup travaillé dessus, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais après ça, une fois que j'ai eu interrogé, fait un certain nombre d'auditions, je me suis posé la question de son indépendance par rapport à l'exécutif. Pourquoi était-il là pour m'aider? Est-ce qu'il était là pour traduire ce que l'exécutif attendait de mon rapport? Ou est-ce qu'il était là pour me donner des conseils pour que je puisse naviguer plus facilement dans les méandres, notamment de la fiscalité? Je m'interroge encore, et donc je me pose la question... Derrière, que va faire l'exécutif? C'est un travail, je ne vous dis pas les 224 recommandations pour les faire aboutir, c'est un travail de titan. C'est un peu déconcertant par moment de se dire qu'il faut vraiment, mais quand on nous ferme une porte, rentrer par la fenêtre, quand la porte est fermée, trouver la cheminée, c'est vraiment sur la fiscalité, j'en ai vraiment bavé et je ne suis pas arrivée à mes fins. Donc je me pose la question de la pertinence et de l'intérêt réel. Je le dis publiquement, je pense qu'il faut poser la question. Quel est l'intérêt réel de ces missions derrière? Si c'est juste pour dire on a fait un magnifique travail, on a fait une très belle analyse des Français à l'étranger, mais qu'au bout du compte, les recommandations qu'on fait ne sont finalement pas du tout prises en compte ou détournées de leur objectif initial ou perdent la vision qu'on avait portée, eh bien c'est extrêmement décevant. Et là, s'agissant d'une communauté qui cherche à garder le lien avec notre pays, je trouve qu'il faudrait être vigilant à ne pas couper ce lien et à répondre aux attentes qui sont exprimées dans ce rapport. Merci. Merci beaucoup, chère Anne Genetet. Je pense que pour ma part, en cette matière, le rôle du Parlement est très important. Et qu'il va falloir maintenant que le Parlement demande à l'exécutif et vérifie et contrôle et évalue ce que l'exécutif fait de ces rapports qui sont sur la table. Parce qu'effectivement, quand on a un travail remarquable comme celui-là, alors on ne va pas demander à ce que tout soit fait en 3 jours, on est bien d'accord. Mais enfin, je propose que dans quelques mois, on revienne sur ces 2 questions et qu'on regarde ce que l'exécutif se propose de faire. Il y a des points d'ordre législatif, très peu, il y a des points d'ordre non législatifs, donc il y a des décisions qui peuvent être prises, il y a des améliorations de fonctionnement qui peuvent être faites, et je pense que c'est vraiment le rôle du Parlement, que je souhaite toujours plus fort, mais vraiment le rôle du Parlement, que d'être à vos côtés et de regarder derrière qu'est-ce qui sera exactement fait. Et je trouve que là, on a 2 très très bons exemples, et ce sont des très très beaux travaux pratiques pour voir ce que ça va devenir demain. Donc je vous proposerai d'y revenir et de travailler, et que notre commission travaille sur cette question. Voilà, on va ouvrir le débat. Je donne la parole à Nicole Trisse. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la rapporteure. Alors, je dois dire que j'ai bu vos paroles parce que même si vous considérez que le sujet est technique, c'est un sujet qui n'est pas forcément attirant a priori, enfin bon, on ne pense pas forcément à ce sujet-là. Il est vrai que vos propos sont passionnants et vos commentaires plutôt savoureux, donc j'apprécie beaucoup. Et puis j'aime aussi votre façon de parler des Français à l'étranger plutôt que des Français de l'étranger. Je le noterai et je vous promets de
garder ça en tête parce que la différence est tellement importante au niveau du sens. Je voudrais revenir sur la question concernant l'injustice fiscale dont souffrent les expatriés français. Actuellement, ils sont imposables en France en raison de leurs seuls revenus et plus-values de source française, donc revenus fonciers, activités salariées ou indépendantes exercées en France, etc. Les modalités d'imposition s'opèrent par un prélèvement à la source sur certains revenus, puis le montant de l'impôt est calculé en prenant en compte tous les revenus de source française auxquels sont appliqués un barème progressif et un taux minimum d'imposition désormais variable de 20 à 30%. Nous sommes en présence d'un système clairement injuste pour les plus faibles revenus et complexe. À l'heure actuelle, nous parlons beaucoup de justice fiscale dans notre pays. Aussi, quelles sont les solutions concrètes que vous préconisez pour rectifier cette injustice fiscale? Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Frédéric Petit. Merci, Madame la Présidente. Vous savez que je suis aussi établi à l'étranger, à Varsovie, moi, et évidemment, je suis tout à fait partie prenante dans le travail que Anne a fait. Je voudrais prendre 4 points. D'abord, il y a un sujet qui n'a pas été abordé et qui est très important quand on parle du fait que les Français à l'étranger participent à l'aventure nationale, c'est bien entendu la représentation. C'est un sujet que nous avons mené de manière parallèle à ces 2 rapports, qui est celui de nos élus locaux. Nous avons des élus locaux à l'étranger et nous voulons redéfinir leur statut. Et je suis tout à fait d'accord avec Anne. Moi, j'ai fait une vingtaine de grands débats dans ma circonscription. Nous n'avons pas parlé de sujet de Français à l'étranger. Nous avons parlé de la France. Voilà. Les gens ont parlé de la France et balayé le reste. Le deuxième point que je voudrais prendre, c'est ce que tu as signalé sur les Français qui ne parlent plus français, etc. Moi, j'ai un cas très particulier. Moi, c'est les mineurs du Nord qui sont rentrés à Wałbrzych, en Pologne. On a une rue Jean Jaurès à Wałbrzych où il n'y a plus personne qui parle français, mais on a une rue Jean Jaurès, une rue... voilà, et ils sont tous français, mais leurs parents ne parlaient même plus déjà français. Hein, ils sont revenus dans les années 30. Moi... Non, ils sont revenus. Non, ils sont revenus. Moi, je me suis approprié une question dans ma circonscription en particulier, qui est ce que j'appelle la double citoyenneté, la double nationalité ou la double culture. Et je crois effectivement que si on ne fait pas un travail, nous parlementaires, et en coopération avec nos parlementaires des autres pays, en particulier en Europe, sur ce sujet, on va sans doute vers des mésaventures ou des malentendus qui pourront être douloureux. Voilà, il y a un 3e point que tu n'as pas du tout abordé, mais qui est très présent, et je suis obligé de le signaler parce que c'est des choses qui deviennent de plus en plus criantes. Très souvent, ces histoires à l'étranger commencent par des histoires d'amour, mais très très souvent, ça finit aussi par des histoires de divorce qui sont ingérables. Vous n'avez pas idée du nombre de cas et là, il y a en particulier en Europe, il y aurait des cas qui ne sont pas du législatif, mais qui sont de la coordination internationale, en particulier avec l'Allemagne, je suis obligé de le signaler, en particulier avec l'Allemagne, qui sont des choses qu'il faudra qu'un jour il y ait des accords. Comme il y a des accords fiscaux, il faudra qu'il y ait des accords familiaux, parce qu'on ne peut pas permettre d'écrabouiller des vies humaines simplement parce que les États ne font pas attention. Voilà, et enfin, la réponse à ta question sur les missions de l'exécutif, d'abord je voudrais signaler quelque chose qu'on n'a pas du tout cité dans le rapport de Samantha et que je trouve absolument extraordinaire, qui est la comparaison que tu fais à un moment. Tu prends tous les derniers rapports qui ont été faits sur ce sujet et tu les compares et tu les analyses, et je crois que c'est très fort parce que ça permet de ne pas avoir encore le 25e rapport qui est fait au bout du 26e, avant, comme me dit la présidente, avant d'avoir vu si on avait appliqué le précédent. Donc ce travail est excellent. Mais moi, j'avoue que c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pas tellement si c'est des rapports exécutifs, si c'est des rapports parlementaires, ou des rapports budgétaires. Ce qui m'inquiète, c'est le non-suivi et le fait qu'on les multiplie, qu'on les entasse, et qu'il n'y a pas cette discussion entre les différents rapporteurs. Voilà, moi je sais que je suis revenu sur mon rapport budgétaire, je vais chercher le sénateur qui s'en occupe et je lui pose des questions en disant non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je crois qu'il faut que là, on ait une logique des rapports successifs, ce que tu fais très bien dans ton rapport, Samantha, et ça c'est à mon avis le vrai problème, parce qu'on peut faire des rapports jusqu'à la fin des temps. Hein. J'ai fini. Merci beaucoup. Meyer Habib. Oui, merci Madame la Présidente.
Mes chers collègues, aujourd'hui, vous avez présenté donc 2 rapports qui abordent les grandes préoccupations des Français de l'étranger. Moi, je m'en félicite. J'en suis heureux. J'ai l'impression qu'enfin, on est en train de se réveiller sur les Français de l'étranger. Les Français de l'étranger, c'est transpartisan. C'est ni à droite ni à gauche. Ça représente les 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions et demi, on ne sait pas réellement, Français qui habitent à l'étranger. Ça fait près de 6 ans que j'interpelle en permanence, puisque j'ai le lourd privilège d'être le seul réélu des Français dits hors de France, et que j'interpelle les gouvernements successifs, donc socialistes, et maintenant LREM sur ces questions, et que je me bats sur des dossiers. Et mon souhait réellement, c'est qu'aujourd'hui, après ces rapports, qui sont des bons rapports, on arrive aujourd'hui à avancer sur ces questions de façon réelle. Je voudrais revenir sur des points précis, Anne Jante, en particulier les prélèvements CSG, CRDS sur le revenu du patrimoine perçu en France. Ça fait des années que je dénonce ce scandale. C'est une injustice incroyable. On fait financer notre système de sécurité sociale par des Français qui habitent l'étranger, qui, dans l'écrasante majorité, 90%, n'en bénéficient pas. C'est injuste, je l'ai dit, et c'est illégal et économiquement absurde. Mais je voudrais rappeler qu'en octobre 2017, j'avais déposé un amendement au PLFSS 2018 qui prévoyait justement l'exonération de ces prélèvements pour les non-résidents. Alors, résultat des courses, l'ensemble, puisque vous étiez 10 des députés LREM, se sont abstenus, sauf vous, Frédéric Petit, qui avez voté contre. Et j'étais bien seul, aujourd'hui, ce jour-là dans l'hémicycle, à défendre les Français de l'étranger. Alors, il ressort aujourd'hui, à la lecture de votre rapport, que vous avez changé d'avis. Miracle, opportunisme électoral, je ne veux pas... J'ai dit qu'il y avait des bons rapports, je ne sais pas, j'en suis ravi. Je suis ravi que vous ayez changé d'avis. Mais j'espère que votre majorité, cette fois-ci, va voter pour l'exonération, la CSG et la CRDS. Je pense que ça a été fait pour une partie des Européens et de la Suisse, mais pas pour tous ceux qui habitent dans d'autres pays. Je le disais, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas uniquement légiférer pour ceux qui habitent dans l'Union européenne, avancer pour mieux reculer, le fameux en même temps, le PLFSS 2019, perpétuer l'injustice, vous le savez très bien, Jante, pour les non-résidents hors de l'Union européenne. Maintenant, il est temps, et il n'est pas trop tard, pour que votre gouvernement supprime ces prélèvements pour tous les Français de l'étranger non couverts par la sécurité sociale française. C'est une question de justice sociale, d'égalité devant la loi. C'est un premier point. Le deuxième point, j'aimerais bien d'ailleurs que vous me dites si ça va être fait ou pas. Je sais que cette fois-ci, vous avez voté contre ou vous êtes abstenu. Non, vous avez été voté contre à titre personnel. Mais moi, je voudrais voir ce que va faire le gouvernement. Je voudrais parler d'un deuxième point, c'est les certificats de vie des non-résidents. La transmission, et c'est d'autant plus embêtant que c'est pour les franges les plus âgées, les plus vulnérables de la population, les retraités. La transmission de ces certificats de vie est un chemin de croix pour les retraités non-résidents, vous le savez. Votre rapport le décrit en détail, cette torture administrative à laquelle sont soumis nos retraités, souvent à mobilité très réduite, qui doivent se rendre plusieurs fois par an au consulat et attendre avec angoisse le versement de leur pension. C'est une honte. Je reçois des dizaines de courriers de retraités qui voient leur pension suspendue de manière dramatique parce que le certificat de vie a mal été acheminé. Pire, des certificats d'existence sont parfois directement jetés à la poubelle parce que les plis, sans aucune paranoïa sans aucune paranoïa en cul, ça a été avéré, portent le pli Israël. Donc ça arrive, c'est jeté directement. J'ai eu le directeur de la Poste, les fois les confiés sont acheminés. Je vous demande encore une... J'ai pas été très long. Je suis le seul ici dans l'opposition, je crois, quasiment aujourd'hui en 7. Non, il y en a certains de l'autre côté de l'hémicycle. Voilà. Mais en l'occurrence, moi j'ai interpellé, j'en ai pas pour longtemps, Madame la Présidente. Avec 7 de nos collègues sénateurs, j'ai interpellé républicains, j'ai interpellé la ministre Agnès Buzyn en novembre dernier sur ce scandale persistant. À ce jour, elle n'a pas daigné répondre, je le regrette beaucoup. La solution, elle est simple, elle est évidente, Madame la Présidente. Il faut dématérialiser les certificats de vie. On en avait parlé à l'époque, c'était l'objet d'ailleurs de mon amendement 251 au PLF 2019, adopté le 27 octobre 2016, qui prévoyait cette dématérialisation pour janvier 2018. Tout le monde a attendu janvier 2018, elle n'a pas eu lieu. Alors que tout est dématérialisé aujourd'hui, les cartes grises, les permis de conduire, les pièces d'identité, etc. C'est incroyable.
Pourquoi? Parce qu'on sait que ça a été annulé par le Conseil constitutionnel et le gouvernement a réitéré son engagement dès 2017. Alors, à ce jour, on nous promet la mise en place de la mutualisation des certificats d'existence par la GIP Union Retraite pour la mi-2019. Et donc, est-ce qu'on peut garantir, et j'aurais terminé sur cette question, je n'aborderai pas le dernier point sur la reprise, c'est une question qui est fondamentale. Alors, je vais d'abord poser ma question, c'est comment on peut garantir que ce dispositif sera opérationnel? Il est urgentissime. Et peut-être la dernière question, bon, je reprendrai peut-être la parole après, sur un point plus général de représentation, y compris, il y a des bruits divers en ce qui concerne la représentation des Français de l'étranger. On parle comment on appelle, le proportionnel intégral. Ce serait une erreur grave, ce serait une erreur dramatique, s'aligner sur les sénateurs, de faire une seule circonscription, parce que déjà, on a besoin, si c'est compliqué, d'avoir 150 000, 200 000 admis. D'accord, c'est une question importante, mais j'imagine qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci de votre compréhension. Cette question de la représentation est une autre question, mais ce soir, voilà. Ici, on parle des Français de l'étranger, et c'est bien. Alors, Pierre-Alexandre Anglade. Oui, merci Madame la Présidente. Merci, chers collègues, chère Anne, pour ce rapport extrêmement détaillé. Je me souviens, comme Samantha d'ailleurs, que vous étiez venu à Bruxelles pour une longue réunion avec les Français établis dans la circonscription dont je suis l'élu. On était au lycée français, ça avait été une réunion extrêmement dense, et donc heureux d'avoir pu retrouver un certain nombre des propositions que les Françaises et les Français avaient alors formulées. Moi, j'ai une question extrêmement rapide. Ça concerne le vote électronique. C'est évidemment une préoccupation majeure des Français qui sont établis hors de France, une problématique qui est récurrente. On n'avait pas pu mettre en place ce vote électronique lors des dernières élections. Ce sera évidemment pas possible non plus pour les élections européennes, mais il y a des élections qui arrivent aussi dans quelques années pour les Français établis hors de France. Alors est-ce qu'on avance sur cette question? Est-ce que vous avez un certain nombre de garanties de la part de l'exécutif? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain David. Oui, en ce qui concerne les Français vivant au Royaume-Uni, pouvez-vous revenir sur les conséquences que le Brexit aurait sur nos concitoyens installés au Royaume-Uni ou sur ceux de nos concitoyens qui envisageraient d'aller vivre au Royaume-Uni? En ce qui concerne les Français vivant au Royaume-Uni, pouvez-vous revenir sur les conséquences que le Brexit aurait sur nos concitoyens installés au Royaume-Uni et sur nos concitoyens qui envisageraient d'aller vivre au Royaume-Uni? La France a-t-elle pris des mesures spécifiques pour les accompagner, les aider à traverser, je pense, cette période qui va être relativement difficile? Merci beaucoup, Christian Hutin. Alors les deux membres de l'opposition la plus à gauche se suivent, Mayer. Merci franchement, ma chère collègue Anne Gente, de ce rapport qui est remarquable et de la manière dont vous l'avez présenté, parce qu'il est avec une franchise absolue. Et c'est tout à votre honneur, tant par rapport à, on va dire, la peu participation des corps d'élite de l'État ou la participation ponctuelle. C'est rare que quelqu'un le dise et qu'un parlementaire le dise, et je tiens à vous en remercier, ce qui témoigne aussi de la qualité des services qui existent et des administrateurs qui existent à l'Assemblée nationale. Et ça, je crois que c'est aussi qui sont à notre service et qui nous aident beaucoup dans nos rapports, et vous ne l'avez peut-être pas eu sur le sujet, et c'est intéressant que vous l'ayez signalé aujourd'hui. La deuxième chose, c'est la franchise aussi avec laquelle vous expliquez ce que peut être un exécutif, mais moi je suis un vieux député, vous savez... J'étais président d'une commission d'enquête il y a 6 mois. Je suis quasiment persuadé que l'ensemble des préconisations que nous avons eues sont dans un tiroir et ils vont le rester jusqu'à ce qu'un historien s'y intéresse dans les 2 siècles qui viennent. Mais on viendra m'interroger à ce moment-là. J'ai pas d'inquiétude majeure. Mais bon, rien n'est inutile. Et l'avantage aussi, c'est que ces séances sont publiques. Donc il y a des gens qui nous écoutent.
Et aujourd'hui, il y a des Français de l'étranger qui nous écoutent, comme il y a probablement aussi des Français de ma circonscription. Moi, je suis un député casanier. Je suis un député de Dunkerque, j'ai mon voisin qui est là, ma amie. Mais bon, je suis casanier, moi je bouge pas trop. Mais j'ai une fille qui voyage et qui est globe-trotteur parce que les choses évoluent et c'est formidable. Et donc, je serais même assez partisan, Madame la Présidente, puisqu'on est tous à peu près d'accord sur le terme député des Français de l'étranger. Si nous, on proposait une motion ici, très claire, à l'unanimité, je pense qu'elle le sera, en disant qu'il faut changer le titre. Il n'y a pas de députés de Français de l'étranger. Il y a soit des citoyens français... voilà. Mais on peut trouver tous ensemble une bonne définition. Mais à l'étranger, c'est déjà mieux. Mais député de l'étranger, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et ce serait bien que cette commission prenne ça à bras-le-corps, puisque un député des Français de l'étranger, ça ne va pas. On peut trouver autre chose. Et je pense que tu es d'accord aussi, non ? Ah, mais c'est quand même important pour les voilà. Ma deuxième question, c'est... Alors, ça, vous allez me dire, c'est quand même fou qu'on ne puisse pas me dire s'il y en a 2 millions ou 3 millions. On en perd 1 million comme ça, on ne sait pas où ils sont. Nombreux Français résidant à l'étranger qui ne s'inscrivent pas. Alors, il y a des étudiants, il y a... Attendez. Monsieur le député, peut-être, il va finir. Et on voit bien que ça passionne tous les présents, donc c'est formidable. Ah, mais c'est passionnant, c'est quand même 3 millions de personnes. Et je crois que on en connaît tous. Et en effet, et alors, ce que vous avez bien fait de dire aussi, parce que moi, je suis le premier, et nous sommes les premiers, peut-être à gauche de l'hémicycle, à combattre un certain nombre d'avantages fiscaux qui peuvent exister, sur lesquels vous avez été à nouveau extrêmement franche, et ça, je vous en remercie. Mais bon, c'est minoritaire, vous l'avez dit très clairement. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'est le paysage sociologique des Français de l'étranger ? Combien sont des privilégiés qui partent pour ne pas payer l'impôt ? Combien sont des gens qui vivent normalement à l'étranger en fonction de leur capacité et de voilà. Et quels sont ceux qui peuvent être aussi, j'imagine qu'il y en a, et vous en connaissez, vous qui êtes député des Français à l'étranger, des gens qui sont dans la précarité et qui, globalement, quel est le paysage social de ces 2 millions de personnes ? Et je crois que l'ensemble des Français qui nous écoutent, qui ne sont pas des Français installés à l'étranger, seraient heureux de savoir qui sont leurs concitoyens, qui sont partis pour des raisons ou d'autres, mais quelle est leur situation sociale. Et ils ne sont peut-être pas tous des vedettes du show business ou des entrepreneurs très privilégiés ou des footballeurs ou des gens qui s'installent en Suisse ou au Luxembourg. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Frédéric. Oui, je prends la parole avant Anne ce coup-ci. Les chiffres qu'on connaît bien, c'est 1 700 000 électeurs, en gros, ce qui veut dire 1 million Français électeurs. Non, c'est plus de 2 millions qui sont inscrits sans être électeurs forcément. C'est 1,5 million et 2,5 millions. Et on considère qu'au-delà, il y a des gens qui ne sont pas inscrits et qu'on évalue. Moi, je sais dans mes pays, on considère qu'on fait fois, on multiplie. Il y en a 30% qui ne s'inscrivent pas en termes de moyenne. Voilà. Sur la sociologie, c'est comme la France. Hein. Moi, j'ai des jeunes qui sont partis pour chercher du travail à Bucarest, parce qu'on est bien à Bucarest. Et ils sont très heureux d'être allés chercher du travail à Bucarest, donc ils sont sans emploi à Bucarest aujourd'hui. Et il y en a qui trouvent. Et il y a de tout, il y a de tout. Des étudiants en médecine. Ouais. Il y a vraiment de tout, c'est très compliqué de donner une sociologie. Merci beaucoup. Samantha Cazebonne. Juste une remarque, d'abord pour saluer le travail d'Anne, parce que c'est un travail colossal, je sais, pour y être passé également lorsqu'on doit à la fois avoir sa charge parlementaire et être en mission. Mais au-delà de ça, je tiens à saluer le pragmatisme de son rapport, et je souligne, comme l'ont fait mes collègues français de l'étranger, que les Français justement établis hors de France ne sont pas des Français de seconde zone, qu'ils doivent être effectivement entendus, parce que lorsque nous avons animé ces fameux débats, pour ma part, j'ai eu la chance d'en animer 6, nous avons vu toutes les franges de la population française que l'on retrouve également, mais ils étaient, comme vous l'avez souligné, chers collègues, français. Même s'ils résidaient depuis des années à l'étranger, 20, 30 ans parfois,
ils étaient français, avec des préoccupations françaises, avec une carte d'identité française. Donc il est temps que la France les entende et entende les recommandations de ton rapport, Anne. Merci beaucoup. Chère Anne, je vais vous donner la parole. Je vais demander à Jacques Maire de venir me remplacer parce que je pars pour une autre réunion. Je veux vous dire que demain matin, nous poursuivrons ce débat sur finalement la capacité d'influence de la France avec le compte-rendu de la mission Flash sur la question des étudiants étrangers. Et on voit bien que les 3 sujets que nous voyons aujourd'hui, au fond, ils sont liés par une certaine cohérence. Ajoutons que, je le proposais à Anne quand nous parlions une seconde à l'instant à la tribune, je pense que je proposerai peut-être à notre prochain bureau de mettre en place une commission de suivi ou un comité de suivi de vos 2 rapports. Et je trouve qu'au moins, ça créerait un précédent de voir que les rapports ne sont pas, servent à quelque chose, peuvent être utiles et qu'on puisse, 1 fois ou 2 fois par an, regarder le point, au fond, d'entrée dans lequel nous serons sur vos 2 rapports. Si vous en êtes d'accord, voilà, c'est une suggestion que je ferai. Excellente initiative. Excellente initiative. Eh bien, super. Et changement d'appellation, les Français résidant à l'étranger, et non pas Français 2. Anne, c'est à vous. Madame la Présidente, merci. Alors, effectivement, et on peut espérer que les choses progressent, pour rebondir sur ce que vient juste de dire Samantha. Dans des questions au gouvernement, il n'y a pas si longtemps que ça, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a répondu en disant, qu'en concluant son propos, en disant que les Français à l'étranger n'étaient pas des Français à part, mais des Français à part entière. Donc on voit qu'on progresse un tout petit peu. Donc ça, c'est bien, c'est une excellente chose. Alors, s'agissant de la fiscalité, je vais répondre un peu à plusieurs personnes en même temps. Je voudrais juste citer des chiffres qui sont quand même assez parlants, je pense. Les contribuables, d'abord, il est extrêmement difficile de savoir si, parmi les contribuables non résidents, combien sont français, combien sont non français, car quand on remplit une déclaration de revenus, on ne précise pas sa nationalité. Donc on ne sait pas. On sait simplement qu'on a, passant par le centre des impôts qui traitent les non-résidents, 230 000 dossiers dossiers fiscaux de particuliers, parmi lesquels, probablement, vraisemblablement, ils estiment environ 80% le nombre de Français, mais ce n'est pas certain. Et c'est juste pour dire que ces 230 000, parmi lesquels 80% de Français, ça représente, et en étant extrêmement généreuse dans mes calculs, 0,6% des contribuables. Mais l'impôt qu'ils rapportent à l'État français, c'est 1% de l'impôt sur le revenu. Donc c'est juste pour vous dire que les Français à l'étranger, du fait du barème non résident qui leur est appliqué, qui de plus est défavorable aux petits revenus, qui payent beaucoup plus, qui pour beaucoup seraient non imposables en France et se retrouvent avec une imposition minimum de 20%, ce qui est quand même considérable. Et je parle là de gens qui ont des revenus de l'ordre de 1 200 € par mois, hein, je ne parle pas de grosses fortunes, et sans patrimoine particulier. Donc 0,6% des contribuables, 1% de l'impôt sur le revenu. La différence est quand même assez notable. Et autre chiffre, puisque vous m'avez un petit peu interrogé, alors la sociologie, Frédéric Petit en a un petit peu parlé, mais je voudrais juste dire que en termes d'impôt sur le revenu moyen qui est payé en France, c'est 1800, je vous ai dit, le 1%, vous n'oubliez pas le 1% de l'impôt sur le revenu, c'est 1800 € à peu près en France pour les résidents fiscaux, et c'est 3000 € pour les non-résidents fiscaux. Donc on passe du simple au triple. Et pourtant, quand on regarde le revenu fiscal de référence, on a une grosse surprise. Si le moyen en France est à 26 000 € à peu près, un petit peu plus, pour le non-résident, son revenu fiscal de référence tombe à 18 000 €. Donc c'est juste pour vous s'exprimer là à nouveau, le fait qu'on voit bien que la facture fiscale est très lourde quand on est à l'étranger. Donc quand j'entends des tas de personnes s'émouvoir et dire qu'on va aller taxer les exilés fiscaux ou les expatriés, c'était même écrit, ça me fait un petit peu bondir. Parce qu'il faut savoir de qui on parle, de quoi on parle. La sociologie est variée et le spectre est suffisamment large pour qu'on ne puisse pas nous mettre tous dans le même panier et avoir cette approximation qui est de vouloir taxer les expatriés. Ça n'a aucun sens aucun sens même sociologique par rapport à ce que nous sommes à l'étranger. Alors, du coup, je pense avoir en partie répondu à Nicole Triss et juste ajouter que dans les mesures que je proposais, c'est vraiment cette convergence qui permettait aujourd'hui, on a beaucoup de pays avec lesquels la France a une convention de transparence fiscale, et donc avec tous ces pays avec lesquels l'échange d'informations est possible, il est donc tout à fait possible d'envisager une convergence des modes du calcul de l'impôt, qu'à chaque fois, le barème des résidents soit appliqué aux non-résidents, mais à condition qu'il y ait un échange d'informations fiscales et que donc la totalité du spectre de la fiscalité française puisse s'appliquer aux non-résidents, c'est-à-dire les déductions de charges, tout ce qu'on appelle les niches fiscales, simplement peut-être
peut juger qu'effectivement, la prise en charge du jardinier, du tuteur pour enfants à Bangkok, ça ne fait pas sens. Mais en revanche, la pension de retraite d'un parent âgé dans un EHPAD, pas la pension de retraite, la pension que l'on verse à un parent âgé dans un EHPAD, ça, c'est autant d'allègement de la charge pour l'État français si la famille peut y contribuer. La rénovation énergétique d'un logement, je donne toujours l'exemple d'un immeuble de 6 étages. S'il y a un non-résident qui se trouve au 4e, pourquoi est-ce que lui n'aurait pas des incitations à faire isoler son logement? Donc le 5e le fait, le 3e le fait, lui au 4e, il n'habite pas en France. Ah ben non, il n'a pas de possibilité de rénover son logement. Donc on peut se poser la question de la pertinence. Encore une fois, et ça répond aussi à une autre question, nous avons un certain nombre de ressortissants qui ne sont pas inscrits sur les registres. Mais pourquoi? Parce que dès que dans leur pays, et je vais faire le lien avec ce que je disais juste avant, il y a une certaine forme de stabilité, de sécurité, on ne voit pas pourquoi on s'inscrirait. Et c'est l'exemple à Bruxelles, à Londres, on n'en comprend pas tellement l'intérêt, ou même chez moi à Singapour, nous sommes officiellement 14 500 et en réalité on est probablement 20 000 parce qu'on se sent en sécurité, on ne voit pas tellement l'intérêt, on se dit « Ah tiens, il y a un vote, ah tiens, j'ai besoin d'un nouveau passeport », là on va s'inscrire, mais sinon on ne le fait pas. Et du coup, il y a un certain nombre de ressortissants, en revanche, qui sont dans des pays avec une certaine forme d'instabilité, d'insécurité, et qui là vont du coup avoir un logement, quelque chose en France qui est un peu leur sécurité, leur matelas de sécurité. Ça a été... ou qui vont hériter, mais qui ont pu prévoir en se disant, sait jamais, je peux être amené, on va aller sur la Côte d'Ivoire il y a quelques années, où un nombre très important de Français rentraient brutalement en France. Ceux qui avaient un logement en France, c'était une sécurité. Donc ce logement à ce moment-là n'est pas un pari spéculatif, en rien, c'est juste la sécurité pour pouvoir juste rentrer chez moi et être hébergé correctement. Donc du coup, c'est important de le prendre en considération. Il y a toute forme de possession d'un bien immobilier, mais celle-ci en fait partie et on doit aussi la prendre en compte. Donc encore une fois, nos profils sont très très variés. Il est parfois difficile d'avoir des informations précises et vérifiées et il faut bien avoir à l'esprit qu'une partie du travail de nos postes diplomatiques, c'est aussi la lutte contre la fraude documentaire, donc il ne faut pas la mettre de côté, ça peut exister, mais encore une fois, c'est une petite minorité de personnes et on a suffisamment d'échanges d'informations directes entre États pour pouvoir vérifier ce qui est affirmé et éviter les fraudes et les détournements. Alors, je voudrais juste lister mes questions. Tout bien que nous possédons en France est considéré comme une résidence secondaire, quelle que soit la façon dont on l'utilise. Alors, Frédéric qui parlait des divorces à l'étranger, alors je voudrais juste dire un mot justement. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'information de nos administrations françaises, un exemple, la justice française, si elle pouvait être informée, avertie des particularités de l'interculturalisme, je ne sais pas comment il faut le dire. Moi, j'ai l'exemple en particulier, par exemple, des divorces entre un couple français et japonais qui conduit à des enlèvements d'enfants que le parent français ne revoit jamais. Je dis bien jamais. Jamais, de toute une vie. Donc, ce sont vraiment des drames et ce sont parfois des jugements de divorce qui sont prononcés en France avec une grille de lecture française. Donc, on donne un droit de visite comme on le ferait dans un jugement de divorce français, sans comprendre le risque que derrière la lecture qui va en être faite, l'interprétation qui va en être faite au Japon n'a rien à voir. Et il n'y a pas que le Japon, il y a d'autres pays qui sont dans cette situation-là aussi. Donc encore une fois, ça rejoint ce que je préconise dans le rapport, informer, alerter, avertir nos administrations pour qu'elles aient ce filtre international. S'agissant de points plus techniques, mon collègue Meir Habib parlait des prélèvements sociaux. Je voudrais juste rappeler un point qui me paraît extrêmement important. Les prélèvements sociaux, pardonnez-moi de rentrer un tout petit peu dans le détail. Il y a 3 types d'assiettes sur lesquelles ils sont assis. L'activité, le patrimoine, le mobilier et puis le placement. Et seul, c'est très important de le comprendre, à l'origine, quand la loi a été votée en 92, seuls les revenus d'activité, les prélèvements sociaux sur les revenus d'activité correspondaient à une affiliation au régime de sécurité sociale. Pour tous les autres prélèvements sociaux, sur les capitaux mobiliers et sur les placements, ça n'est pas lié à une affiliation, il s'agit d'un financement de solidarité qui ne donne en aucun cas droit à une affiliation de protection sociale. C'est très important de le comprendre. Et du coup, dans notre situation, pour mes collègues qui ne sont pas bien avertis, les prélèvements sociaux dont parlait mon collègue Meir Habib, il s'agit des prélèvements sociaux imposés sur les revenus immobiliers et mobiliers,
auxquels n'étaient pas soumis jusqu'en 2012 les contribuables non résidents. Et depuis août 2012, ils y sont soumis. Et donc souvent l'argument qui était avancé, c'était c'est pas normal parce qu'on n'est pas affilié à la sécurité sociale, on n'en bénéficie pas. C'est pas ça la bonne raison. La bonne raison, c'est autre chose. C'est que ça participe au financement d'un système de protection sociale, c'est un financement de solidarité. Et donc quand la Cour européenne de justice est intervenue sur le sujet. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant dans une situation qui a été modifiée, qui fait que par la loi de finances 2019, ces prélèvements ont été supprimés pour les Européens et espace économique européen. Donc il y a maintenant une discrimination entre les Européens et les non-Européens. La discrimination qui coûte précisément au budget de l'État 50 millions d'euros. C'est-à-dire que si on voulait étendre cette exonération aux non-résidents hors Union européenne, ça coûterait au budget de l'État 50 millions d'euros. On n'est pas sur des milliards d'euros. Hein. C'est juste 50 millions d'euros. Ce n'est pas un trait de crayon, mais ce ne sont pas non plus des milliards et des milliards. Voilà, juste pour resituer, sachez, mes chers collègues, que le sujet reviendra en loi de finances 2020. Vous êtes certains que vous aurez des amendements qui seront proposés pour exonérer les contribuables non résidents habitant hors Union européenne. Et si ça ne revient pas en loi de finances, de toute façon, des avocats fiscalistes porteront le sujet jusqu'à la Cour européenne, très certainement. Je suppose que certains ont déjà préparé leur dossier pour plaider la discrimination qui n'est pas normale entre... Aujourd'hui, le contribuable non résident, qu'il soit européen ou non européen, c'est un contribuable non résident. Maintenant, on peut se poser la question, comme je l'ai dit dans le rapport, de savoir si dans quelques années, on ne peut pas avoir une vraie convergence fiscale européenne qui fasse que dans ce cas-là, on est résident fiscal européen ou non résident hors Union européenne. Ça serait ça la logique de l'évolution du projet européen. Les certificats de vie, oui, c'est en projet, ça va vraiment avancer. Je vois le GIP Union Retraite la semaine prochaine. Je les rencontre pour voir où ils en sont de leur projet, juste pour dire que la dématérialisation, qui paraît comme ça la solution, eh bien non, pas tout à fait, hélas, parce qu'on a des problèmes de sécurité et qu'on ne peut pas juste envoyer l'email avec le document par email, ça ne suffit pas. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'acheminement électronique de l'endroit où on se trouve, même si c'est le consulat qui l'envoie jusqu'à la caisse de retraite, peut être intercepté. Et le document, mais aujourd'hui, avec les attaques dont on est victime, on ne peut pas l'exclure. Donc, il se protège. On a eu trop de fraude pour ça. En revanche, le projet d'identité numérique sécurisée tel que le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi est en train de le préparer pour 2020 répondra complètement à la question, puisque nous aurons à ce moment-là le moyen, un outil qui nous permettra de prouver notre identité et que nous sommes vivants. Ça permettra les deux à la fois. Donc ça, c'est 2020. Donc c'est vraiment un projet qui est vraiment à nos portes. Ça paraît loin 2020, mais je sais bien. Je sais bien, mais j'ai le même... Absolument. Mais en tout cas, bon, l'État est conscient du sujet. On avance. Simplement, je voudrais aussi souligner une chose, que c'est un problème qui est lié aux caisses de retraite et que le problème, il est chez elles et qu'elles se défaussent quelque part sur nos consulats, sur nos postes diplomatiques et qui, parce que c'est nos valeurs et qu'il faut en être fiers, nos consulats ne laissent pas tomber nos ressortissants et du coup répondent à ces demandes pour éviter qu'ils se retrouvent sans pension de retraite qui ne seraient pas versées. Pour bien répondre, expliquer à nos collègues, c'est que donc lorsqu'on est retraité, on a l'obligation de fournir à sa caisse de retraite une fois par an, si on en a 6, 7, c'est chaque caisse de retraite, un certificat d'existence pour montrer qu'on est bien en vie, car il y a eu trop de fraude de gens qui mouraient à 120, 130 ans, etc. Voilà. Donc la correction a été apportée, mais avec effectivement des contraintes fortes. Moi, j'ai un ressortissant en retraite à Kyoto, sur une île japonaise au sud de Tokyo, et qui est très très âgé maintenant, et qui en plus ne parle pas français. Donc, je voudrais rappeler qu'il y avait 1,6 million de retraités à l'étranger, et pas seulement des Français, qui sont victimes du même système. Pierre-Alexandre Anglade qui posait la question du vote électronique. Pour être précis sur le plan du vocabulaire, j'y suis attachée. Il s'agit du vote par Internet que nous attendons. Donc, actuellement, la société mandatée pour le faire est en phase de test et il y aura des tests à grandeur nature proposés prochainement, pas tout à fait grandeur nature, mais en tout cas des tests assez avancés. Mais là aussi, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, rendra son verdict 2 mois avant les élections de 2020. Et si à ce moment-là, comme les hackers vont beaucoup plus vite que nous et que les failles de sécurité dans les systèmes informatiques vont beaucoup plus vite même que tout ce qu'on est capable de préparer, on peut avoir préparé un système parfaitement performant et solide, prêt pour fin 2019 et qui se révèle 2 mois avant l'élection, avoir des failles.
Alors, s'agissant des Français en Grande-Bretagne, alors je sais que les caisses de retraite se posent la question de savoir comment on va pouvoir liquider une retraite, mais dans mon rapport, ce n'était pas forcément directement ce sujet-là. Il y a une vraie inquiétude quand je suis passée à Londres, ils m'en ont parlé, mais franchement, il faut aller voir au cas par cas les caisses de retraite, les caisses de sécurité sociale, etc., comment c'est mis en œuvre, mais je n'ai pas la réponse, ce n'était pas forcément directement le sujet. Mais il y a une vraie inquiétude sur le sujet. J'ai répondu à mon collègue Christian Hutin et Samantha, je te remercie, j'espère que nous serons effectivement tous entendus. D'ailleurs, je reste en tout cas à votre disposition pour répondre aux questions que vous auriez à ce sujet. J'espère que le sujet vous aura intéressé et que les Français à l'étranger auront une oreille attentive de tout le monde, pas seulement de l'exécutif, mais aussi de mes collègues et de la France entière, parce que même à Dunkerque, je suis sûre qu'à Dunkerque, il y a des Français qui sont partis ou qui reviennent s'établir à Dunkerque. Et donc, en fait, vous êtes tous concernés parce qu'avec la rotation de nos communautés, il y en a forcément chez vous. Oui, 30 secondes. Moi, j'ai demandé. Moi, je suis poli, j'ai demandé. Simplement pour dire que c'est extrêmement intéressant, y compris pour des députés comme nous qui sommes... quand je disais casaniers, c'est un peu vrai parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, on a tous des enfants, des étudiants qui sont dans nos... et qui partent et qui parfois restent longtemps et se marient. Ça devient de plus en plus fréquent aussi. Non mais... Et je pense que les deux rapports étaient très très intéressants, y compris pour des députés très autochtones, voire quelqu'un comme moi qui peut faire une crise d'anxiété s'il n'a pas un PMU à moins de 400 mètres de chez lui, vous voyez. Mais il a aussi des enfants qui voyagent. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toutes les deux parce que c'était remarquable. Merci. Meyer, encore une dernière intervention. Non mais je regrette qu'on soit si peu nombreux aujourd'hui, je ne vous cache pas. Parce que c'est un sujet qui est vraiment fondamental et souvent dans l'hémicycle, entre parenthèses, sur ces débats, on était parfois dans la précédente législature à peine une dizaine, hein. C'était mon traité de ces débats. Oui, les Français de l'étranger ne sont pas des vaches à lait, ne sont pas des exilés des exilés fiscaux pour leur écrasante majorité. Vraiment, je salue vos rapports. Je dis simplement que c'est dommage que la première année, peut-être que vous étiez des nouveaux députés, peut-être que il y avait les ordres d'en haut, etc. Il n'y avait pas aujourd'hui cette petite révolte que je chante de votre part. Et tant mieux. Mieux vaut tard que jamais. Moi, je suis preneur. Je suis un député qui a toujours été constructif, toujours voté des lois, y compris quand c'était pas du tout à la mode dans la précédente législature. On était deux à voter les lois Macron et le pacte de responsabilité à droite. Deux. Parce que ça allait dans le bon sens. Donc si jamais ça change, c'est tant mieux. Et si jamais il y a des propositions qui viennent de l'opposition, il faut les voter. Je dis simplement, je veux revenir, cher Jacques Maire, sur un point. Je l'ai abordé, la présidente, manifestement, j'avais été long. C'est la question de représentation des Français de l'étranger au niveau... Alors, on sait comment ça fonctionne au niveau des sénateurs. Là, je vais me rendre, peut-être comme certains d'entre vous au Sénat, où il y a, puisque c'est la semaine de la FE, il y a pas mal d'élus des Français de l'étranger. Moi, je ne veux pas que nous tombions dans... Enfin, j'ai beaucoup de respect pour mes amis sénateurs, mais le mode de scrutin, aujourd'hui, est un bon mode chez les députés. Parce qu'on a un contact direct, même quel que soit 100 000, 150 000, c'est possible. Tous les jours, comme vous avez des mails, des gens de la Circo, et on répond. Si demain, on avait une circonscription de 2 millions et demi, c'est absolument impossible. On tuerait les Français de l'étranger. Ce sera des postes pour placer ses amis. Les premiers de la liste seraient élus, les autres non. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, c'est mieux de les supprimer totalement. Il faut garder, même si on réduit le nombre des députés, parce que manifestement, il y aura peut-être une réduction du nombre des députés, on doit garder une zone géographique. L'agrandir, c'est ma conviction. Je l'ai dit au président de la République qui m'a dit qu'il n'avait pas tranché. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, parce que j'imagine que chacun d'entre vous doit pas avoir une idée là-dessus. Au-delà de nos questions personnelles, nous, on n'est pas tous députés, on ne mourra pas député, on n'est pas né député. C'est par rapport à la fonction. Vous savez pertinemment que quand on a une zone géographique, quand on a en contact avec... On ne peut pas avoir une zone géographique avec 2,5 millions de personnes parce que là, on tue la zone géographique. C'est ma conviction. J'aimerais bien... Je ne sais pas si on a le temps d'en parler ou d'en parler une autre fois, mais c'est une vraie question qui se pose actuellement sur la représentation. Le combat, le sujet a des domaines importants, mais pas au cœur des rapports. Ça se termine uniquement entre vous, qui est plus grand monde à côté. Je vois mes collègues qui... Je voudrais remercier Anne Gendet, députée passionnante pour un sujet passionnant. Passionnée aussi. Je pense que sans passion, on n'y arrive pas. Ça me rappelle, moi, pour ceux qui s'en rappellent, Pierre-Yves Le Borgne, qui avait effectivement aussi mené des combats extrêmement difficiles, y compris sur des sujets de divorce et de droit civil importants, et qui, effectivement, y a passé son quinquennat de façon déterminée. Et voilà...
Mais, je ne vais pas, je ne vais pas évoquer ce sujet devant notre collègue Frédéric. Mais en tout cas, merci à toi. Et je pense qu'effectivement, on peut conclure avec la présidente que cette notion de suivi, surtout quand il s'agit quand même de rapports qui sont, comment dire, initiés par le gouvernement, impose encore plus une obligation de résultat de leur côté. Donc nous serons à vos côtés pour aller jusqu'au bout de